Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 3 janvier, premier live de l'année 2019. Très bonne année à toutes et à tous évidemment, hein, tous nos meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de la Golden Globe Race. Et donc on va s'intéresser à notre flotte de 5 bateaux encore en course. Voilà, c'est Jean-Luc, évidemment, qui est toujours leader de la course. On le voit ici. Il est suivi de Mark Slatz, donc je crois on le vérifiera tout à l'heure, mais qui est à 900 000 derrière. Ensuite, Courant de Mât, voilà, toujours lui dans l'hémisphère sud. Istvan Kopar qui vient de passer, lui, le 1er janvier, le Cap Horn. Et notre ami finlandais Tapio Lehtinen qui, lui, dépassé la moitié du Pacifique et qui est toujours en bordure voilà, de la no-go zone, de la zone de navigation interdite et qui progresse relativement faiblement du fait de toutes les bernacles qu'il a sous sa coque. On va commencer par lui. On va s'intéresser un petit peu à sa progression. Donc là, vous voyez, il a un vent de sud qui le propulse assez faiblement à 2,6 nœuds. C'est une vitesse relativement faible, je vous le disais, qui est liée en fait donc aux bernacles qui sont sous la coque de son bateau et qu'il n'a pas réussi à enlever encore. Il a essayé de mettre en place des systèmes en s'accrochant à l'aide d'un baudrier au mât pour éviter de rentrer dans l'eau, parce qu'il a croisé visiblement pas mal de requins et il est un petit peu réticent à l'idée de se mettre à l'eau. On peut le comprendre, mais bon, du coup, ça le ralentit considérablement, puisqu'il a tous ces parasites qui ont colonisé sa coque et qui l'empêchent donc de progresser comme il le devrait. On va regarder un petit peu la météo qui l'attend. Donc vous voyez, le vent va petit à petit tourner légèrement, voilà. Et petit à petit, ça va de plus en plus être une navigation au près pour lui, au près, donc vent de face. Ce qui est un petit peu embêtant parce que les bernacles dont je parlais tout à l'heure, les parasites qui ont colonisé sa coque, ça accentue encore. En tout cas, ça freine encore beaucoup plus la progression quand on navigue au près. Donc, notre pauvre Tapio, qui a déjà été quand même largement servi par des vents de face, eh bien, on va dire que ça va pas s'arranger en cette fin de parcours au-dessus de la no-go zone. Ça aura même tendance à augmenter, à se renforcer à mesure que ce système dépressionnaire va se rapprocher de lui. Voilà, donc lui, il devrait rester suffisamment en avant du système pour pas être impacté par le plus fort du vent. Par contre, il va falloir qu'il attende le 5 janvier pour que le vent redevienne revienne avec un angle un peu plus favorable. On va continuer encore un petit peu dans le temps et a priori, ça devrait passer au nord. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, à partir du 6 janvier, voilà, il retrouvera donc un vent relativement favorable qui va lui permettre de progresser vers l'est. Mais en tout cas, voilà, les 3 prochaines journées, c'est du vent de face qui va l'accompagner. Et voilà, il faudra attendre 3 jours pour que la rotation se fasse. On va regarder aussi à quelle distance notre ami se trouve du Cap Horn. Voilà. Voilà, il est à près de 2400 000. Et donc, il espère rejoindre le Cap Horn pour la fin du mois de janvier. C'est ce qu'on lui souhaite, évidemment. Et si tout va bien, il espère être revenu au Sable d'Olonne pour le 22 avril, en tout cas légèrement avant, de façon à ne pas rater la remise des prix et rejoindre ses amis au Sable d'Olonne.
István Kopár, notre ami américano-hongrois, eh bien lui, il a fêté le premier de l'an dignement en franchissant donc le Cap Horn la journée du 1er janvier. Donc ça, c'est une belle satisfaction pour István Kopár qui n'a vraiment pas été épargné par les difficultés. Il a passé le Cap Horn donc, le 1er janvier à 18h UTC. Et bien depuis, il a pas mal progressé. Il est resté le long des côtes. Là, on voit a priori... Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement pour lui. Il n'est qu'à un nœud relativement auprès. Alors, peut-être qu'il bricole ou peut-être qu'il dort. Mais en tout cas, il commence à... Il a démarré son retour dans le... Alors, il y a un appel en même temps juste à côté de moi. Donc, on va demander aux concurrents de rappeler un petit peu plus tard de façon à ce que je puisse finir le live. Donc, István, voilà, il a passé cette petite pointe là du Chili. Et il est relativement à l'ouest. Et ça devrait lui permettre d'avoir un angle relativement favorable pour pouvoir monter vers le nord. Voilà, avec des vents qui vont le porter tout un moment. Il y aura des petits ralentissements dus à des zones de haute pression, mais logiquement, là, il a un bon flux donc de vent d'ouest qui va lui permettre de grimper dans les prochains jours. Voilà, la plus grosse inquiétude concerne Ukuranma qui là commence à toucher des vents relativement forts. Il y a une grosse dépression qui est en train de se former autour de lui. Vous voyez, il est déjà dans des vents relativement consistants, qui sont aux alentours des 30 nœuds déjà. Vous voyez, il navigue à 6 nœuds 3, donc c'est une bonne vitesse. Et quand on regarde un petit peu l'évolution de la météo, vous voyez que ça se renforce très fortement dans les heures à venir. Là, on est à 11h UTC. Et là, dans quelques heures, il va se retrouver vraiment dans le gros d'un système avec des vents qui vont dépasser par endroits les 60 nœuds. Là, vous voyez, il y a vraiment un flux très très étroit et très dense de vent fort. Donc il va le bousculer pendant quelques heures. Et vous voyez, ça va durer toute la journée d'aujourd'hui. Et donc le système va passer sur lui. Mais la difficulté, a priori, vous voyez, c'est un système qui est très très étendu. C'est un système vraiment impressionnant. Une fois que le système sera passé, donc à partir de ce soir assez tard, la difficulté, finalement, c'est la mer résiduelle. Qui sera toujours très très formé. Vous voyez, c'est entre 6 et 9 mètres de houle. Et l'expérience a montré lors des précédentes tempêtes que ce n'est pas nécessairement dans le plus fort de la tempête que se présentent les difficultés, mais c'est finalement juste après, quand la pression du vent se relâche et que la houle se libère un petit peu et prend encore un peu plus d'amplitude et déferle. Et c'est dans ces moments-là que les chavirages peuvent se produire donc du fait d'une houle qui est moins comprimée par le vent et et en plus, vous voyez que quand on revient au système, l'orientation du vent va changer assez rapidement, donc c'est ce qui crée aussi une mer très très chaotique. Donc une mer qui est très chaotique et qui est grosse en même temps, ça représente des risques éventuels de vagues pyramidales ou en tout cas de houles qui peuvent représenter donc un danger pour la navigation. Donc ça devrait durer jusqu'au 4 janvier au moins, donc jusqu'à demain soir, il devrait se trouver dans une houle relativement forte, relativement constituée. Donc évidemment, il est surveillé de très très près par l'organisation. Son tracker sera actualisé, normalement c'est toutes les 4 heures, et là ce sera toutes les 2 heures, donc de façon à bien pouvoir suivre donc la progression
de notre ami estonien Uku Randma, troisième donc de la Golden Globe Race, et qui va là être confronté à un méchant système météo. Et ça rappelle aussi que voilà, c'est pas parce qu'on a passé le Cap Horn et qu'on est de retour dans l'Atlantique que les choses sont gagnées pour autant. Ça reste de vastes étendues marines avec des systèmes qui sont potentiellement très agressifs. Et là, on en a une belle démonstration. Donc évidemment, on souhaite à Uku toute la chance nécessaire. Bon, son bateau est en bon état, le marin est en bon état aussi. Donc il a toutes les conditions pour faire face à ce coup de vent. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il fasse face à ce coup de vent de façon pour qu'il soit le plus armé possible pour faire face à ce coup de vent. Voilà, malgré tout, ça reste quelque chose qui risque d'être quand même très sportif. Donc voilà, aujourd'hui et demain, on va suivre très très attentivement la progression de Uku, qui s'annonce quand même très musclée. Nous avons retrouvé un peu plus au nord la trace de Mark Slats. Son tracker ne fonctionnait plus là depuis une journée et demie. Mais voilà, c'est revenu à nouveau. Vous voyez, il est dans une section étroite là du poteau noir. Et visiblement, le poteau noir n'est pas actif du tout pour lui puisqu'il est à 6 nœuds 2. Vous voyez, quand on regarde les journées à venir, ça va continuer à bien se passer pour lui. Il ne devrait pas être ralenti du tout. Voilà, c'est dans cette zone-là que les hautes pressions pourraient être éventuellement problématiques. Mais à l'endroit où passe Mark Slats, pardon. Et vous voyez, c'est rigolo parce qu'il est vraiment il est au plus proche de la route directe. Ce qui est intéressant par rapport à notre ami Jean-Luc, qui lui, on se souvient, était passé tout près de la pointe de récif du fait de l'orientation du vent. Il n'avait pas été obligé de faire de virement, mais malgré tout, il avait été obligé de se décaler pas mal à l'ouest. Donc Marc a un angle qui est un peu plus proche de la route directe, ce qui lui permet de faire moins de distance que Jean-Luc, qui lui se trouve au près. Donc on va s'amuser à regarder aussi la distance qui les sépare. On sait qu'elle était descendue à 700 000, cette distance. Et elle avait augmenté à partir de Noël, je crois. Elle était allée jusqu'à 1100 000. Et aujourd'hui, de souvenir, elle doit être aux alentours des 900. Donc Jean-Luc a encore quand même à moins d'un mois théoriquement de l'arrivée, 900 000 d'avance, ce qui est quand même un matelas. Je n'oserais pas dire confortable, puisqu'il n'y a rien de confortable vu la distance qu'il reste encore à parcourir, mais en tout cas, il a une avance significative qui lui donne quand même un petit peu de latitude, malgré l'avarie de son mât, pour espérer arriver avant Mark Slats. Donc regardons un petit peu la météo qui va accompagner nos deux concurrents. Pour Mark Slats, ça devrait être relativement stable vu qu'il va rentrer dans les alizés de l'hémisphère nord. Voilà, il va être confronté lui aussi à une orientation du vent au nord-ouest qui va sans doute l'obliger à s'écarter un petit peu vers l'ouest, s'écarter de la route directe. D'autant qu'il a beaucoup sollicité son bateau au près quand même récemment. Et il s'avère que le bateau montre quand même des signes de fatigue. Le marin lui-même, non pas qu'il montre des signes de fatigue, mais il commence à avoir aussi des petits furoncles qui se développent. Il commence à être un petit peu abîmé physiquement, et à tel point qu'il est obligé de porter les cirés qu'il portait dans le Grand Sud pour se protéger de l'humidité, malgré la chaleur ambiante qui est très élevée, aux alentours des 40 degrés par moment. Donc ça, c'est une difficulté dont il se serait bien passé, mais voilà, ça fait partie de la course. Et se préserver physiquement, ça fait partie des impératifs quand on veut aller loin, longtemps. Donc on va se concentrer maintenant un petit peu plus sur notre ami Jean-Luc, considérant que Mark Slats, lui, a priori, maintenant c'est un boulevard qui l'attend pendant plusieurs jours.
On peut noter évidemment aussi qu'il a passé l'équateur, il est de retour aussi dans l'hémisphère nord. Vous voyez, l'équateur c'est ici, donc il vient de le passer. On vient juste de le découvrir, enfin on s'en doutait, mais comme son tracker n'émettait plus, on n'en avait pas encore la certitude, mais voilà, c'est fait. Lui, Jean-Luc, voilà, donc il est au large du Sénégal, au large de Dakar, du Cap-Vert. Donc il est au pré serré, hein, ce qui n'est pas une allure qu'il affectionne particulièrement au vu de son avarie de mât. Bon, par contre, il est quand même du bon côté par rapport à l'avarie. Il avance quand même à 5 nœuds, donc un nœud de moins exactement que Mark Slatz. Il faut savoir que pour que Mark Slatz réussisse à rejoindre Jean-Luc avant la ligne d'arrivée, il faut qu'il fasse en moyenne 30 000 de plus par jour que le leader. Donc pour l'instant, on en est loin. Maintenant, la météo qui va concerner notre ami Jean-Luc Vandenette, donc 73 ans, leader de la course, à moins de 2500 000 de l'arrivée maintenant, promet voilà, d'être un petit peu plus calme dans les heures à venir, et l'orientation du vent on va rester un petit peu la même, donc il va pas forcément, oui, peut-être pouvoir un petit peu incurver sa route vers l'est, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui va être intéressant, on va juste donner une petite idée. Voilà. Si quand même il va trouver des angles un petit peu plus intéressants, mais le vent va faiblir. Donc il va nécessairement ralentir pendant que Mark Slatz, lui, sera bien lancé. Et il va y avoir une deuxième chose aussi qui va le ralentir, c'est qu'au 20e parallèle, on se souvient que Jean-Luc, du fait d'un coup de fil non autorisé au moment où il pensait abandonner, il avait passé un coup de fil à sa compagne, ce qui est interdit par les règles de course, et ce pourquoi il a été pénalisé donc de 18 heures. Et cette pénalité, il va devoir l'effectuer ici au 20e parallèle. Donc quand il va arriver au 20e parallèle, comme ça, on va lui demander pendant 18 heures de repasser sous cette ligne. Par contre, il sera autorisé à faire un petit peu d'est en effectuant sa pénalité, mais il n'aura pas le droit de progresser vers le nord. Donc ça va être un facteur de ralentissement également, non négligeable, considérant que lui, Mark Slatz, il sera bien lancé dans les alizés. Donc ça va rajouter un petit peu de difficulté à cette fin de parcours pour notre ami Jean-Luc, qui a été également pas mal retardé ces derniers jours par les sargasses, vous voyez, ces algues qui flottent à la surface et qui se mettaient à la fois dans la quille, dans l'hydrogénérateur, dans le régulateur d'allure, et avec lesquels il a dû batailler pas mal, mais a priori c'est terminé pour lui, ces histoires d'algues, et maintenant il peut reprendre sa route aussi rapidement que possible en fonction des conditions qui l'accompagnent. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon de la flotte. Jean-Luc Vandenette, toujours leader à 900 000 devant Mark Slatz, lui qui est bien calé dans les alizés, qui vient d'entrer dans l'hémisphère nord et qui va progresser un peu plus rapidement sur les prochains jours, a priori, que Jean-Luc, qui sera obligé en plus d'effectuer une pénalité une fois qu'il aura atteint le 20e parallèle. Notre ami au courant de mât, lui, qui à partir de maintenant va devoir subir les assauts d'un système météorologique assez très actif et très étendu, et qui va lui amener des vents très forts, et surtout une mer, une fois que le vent sera un peu retombé, une mer très très forte pendant au moins une journée de plus, donc après le plus gros de la tempête. Donc à suivre de près, je vous disais, le tracker va être actualisé toutes les 2 heures. Notre ami Itzvan, lui, c'est difficile d'estimer pour l'instant ce qu'il fait. Il est peut-être tout simplement dans une zone de vent faible, parce que là, il faut savoir que ce sont des modèles, mais que ça ne représente pas forcément toujours
la réalité. En tout cas, voilà, il navigue faiblement à un nœud, mais en tout cas, voilà, il a passé le Cap Horn au 1er janvier, et il y a de grandes chances qu'il passe à l'intérieur du passage qui sépare les îles Falkland du continent. Et notre ami Tapio Lehtinen, lui, il va se retrouver dans des vents contraires pendant plusieurs jours avant de retrouver des vents portants qui devraient lui permettre de rejoindre le Cap Horn pour la fin du mois de janvier. Donc voilà pour ce petit point météo, le premier de l'année 2019. Il y en aura encore pas mal d'ici les arrivées, et je vous souhaite à nouveau une très bonne année et une bonne rentrée pour ceux qui vont repartir au boulot. À bientôt.